Mesdames et messieurs, soyez le bienvenu. Alors pour c'est les 15 ans de WAM. Je vois plein de têtes connues, c'est très sympa. Merci d'être présents à tous aujourd'hui. Et c'est ce que je disais aux premiers invités que j'ai croisés. C'est hyper rassurant de voir qu'il y a des événements physiques qui attirent encore du monde. Parce que comme tout le monde, on en a un peu marre des visios, même si ça rend service. Merci en tout cas d'être présent à nos côtés. Je suis David Escholzer, je suis dirigeant et fondateur de l'agence WAM. Bienvenue à tous encore une fois. L'agence WAM fête ses 15 ans, c'est ce qui nous réunit. Et 15 ans, c'est pas rien, et en particulier en année digitale, j'ai envie de vous dire. C'est encore plus significatif, vous en conviendrez. D'autant plus que l'actualité que l'on vit, notamment vous lisez comme moi tout ce qui se passe en technologie en ce moment avec l'IA et la déferlante IA, c'est en pleine ébullition et on peut dire qu'on a bien choisi notre moment parce que c'est une année charnière. Je pense même qu'il restera probablement dans les mémoires. Voilà, et on trouvait que la symbolique avec les 15 ans de WAM était plutôt sympa, même si naturellement on n'a pas fait exprès, on n'a pas appelé OpenAI en octobre pour leur dire de sortir à ce moment-là leur outil. On en parlera cet après-midi à travers le programme qu'on vous a réservé. En tout cas, c'est un défi majeur que l'on vit et que l'on va vivre et que l'on commence à vivre. La société, d'abord, en elle-même, va le vivre de plein fouet dans son ensemble, mais les entreprises également, et naturellement pour nos métiers du marketing digital. On le verra un petit peu cet après-midi, on l'abordera d'ailleurs dans la première conférence. L'agence WAM, un petit mot, s'est fixé en 2008 un objectif qualitatif à sa création, et je souhaitais le rappeler, c'était donc il y a 15 ans, et c'était être cité en référence dans son domaine d'activité, c'est-à-dire incarner l'agence de visibilité organique à suivre, ou l'une des, en France, par la qualité de ses prises de parole, voilà, par sa contribution à faire avancer le sujet en France aussi, et puis dans son écosystème, et la qualité naturellement de ses équipes, de ses livrables, et par voie de conséquence, des résultats pour ses clients. C'était assez ambitieux en 2008, surtout quand vous démarrez tout seul et que vous appelez votre entreprise WAM, parce que vous êtes tout seul. Mais je crois humblement qu'on commence à se rapprocher du but, de l'objectif. En tout cas, tous nos efforts, chaque jour, vont dans ce sens, croyez-le. C'est en ayant en vue cette ligne d'horizon qu'on vous a préparé 4 conférences, 4 prises de parole sur les 4 domaines d'expertise de WAM, le SEO, le marketing de contenu, les relations presse, la data, qu'on vous a préparé tout ça, la data et le tracking d'ailleurs. Cet après-midi, moi je serai votre monsieur loyal, en plus de prendre la parole sur la première intervention. Donc je ferai un peu le lien tout au long de l'après-midi avec nos invités. Voici le programme, s'affiche derrière moi. Je ne vais pas trop le paraphraser, en plus vous l'avez autour du cou. Mais on verra avec mon collaborateur Mathieu Doubet, et on se présentera tout à l'heure, il se présentera tout à l'heure, quelles sont les évolutions du search en 2023, et il y a de quoi dire. On va essayer de tenir le timing. On verra après un premier rafraîchissement à 15h30, un sujet sur les relations presse, comment devenir l'influenceur de sa propre marque, avec Nicolas Violou, mon associé, et son invitée Pauline Dorgeval, cofondatrice et présidente de deuxièmeavis.fr. On fera une deuxième pause café, histoire d'ingérer tout ce qu'on vous aura transmis, avec quelques gourmandises d'ailleurs, pour reprendre des forces. Et puis à 16h30, on verra un très beau sujet d'une belle collaboration. J'en dis pas plus pour le moment. Un sujet éditorial, quels sont les enjeux de la fabrique de contenu, avec Géraldine Escholzer, qui est responsable directrice du pôle éditorial chez WAM, Nicolas Ragonneau, directeur du marketing et du développement éditorial aux éditions A6000, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être là avec nous. Troisième pause café, parce qu'il faut le temps d'ingérer quand même, puis on aime bien recevoir. Voilà, et on terminera sur un sujet data tout autant d'actualité, puisque vous savez que 2023 est un moment charnière aussi pour la data,
aussi bien sur la RGPD que sur des changements d'outils, les deux étant liés, avec Martin Champetier, mon associé également, sur Digitalise. Voilà. Et puis, il devait être accompagné par Céline Moy, mais qui est tout excusée voilà, pour raisons personnelles et qui ne pourra pas intervenir avec lui. Mais Martin connaît son sujet par cœur et on se laissera embarquer par lui tout à l'heure sur ce beau sujet de la data. Voilà. Puis on clôturera à 18h15, 18h30. De 18h15 à 18h30 avec cette belle après-midi avec l'intervention sur scène d'un magicien. Voilà, on se laissera porter, tout simplement. On verra ce qu'il nous réserve, avec une surprise pour les invités, me dit-on. Voilà, et avant de démarrer, je voulais signaler la présence de la promotion Master 1 Marketing Digital. Coralie est devant moi, d'Epitech Digital, voilà, de Lyon, et qu'on est ravis de recevoir. Merci d'être là aussi. On est ravis de partager. Ça fait partie de notre job. On intervient régulièrement en cours aussi au sein de différentes formations, et ça nous fait très plaisir de partager. Quoi qu'il en soit, les confs seront enregistrés. Vous aurez le replay, etc., etc. Avant de démarrer, parce qu'il est déjà l'heure de démarrer. Je voulais faire juste quelques secondes, vous partager une pensée que j'ai toute particulière pour un ami disparu il y a quelques jours, qui aurait pu être là, qui est un vrai passionné du digital. Il s'appelle Charles. Voilà, et je voulais lui dédier l'après-midi parce que c'était un vrai passionné du digital avec qui j'ai eu des joutes verbales incroyables sur la technologie. Je crois qu'il aurait adoré être confronté à tout ce qu'on va transmettre cet après-midi. Voilà, toutes nos pensées vont à lui et à ses proches. Sans plus attendre, je regarde Roxane dans l'assistance, je pense qu'on peut démarrer. Voilà, la première prise de parole. Mathieu, je t'invite à venir me rejoindre. Voilà, avec donc votre serviteur. Et voilà, donc Mathieu, responsable du pôle SEO et data chez l'agence WAM. Bonjour à tous. Petite précision encore, à l'issue de chaque conférence, vous aurez l'occasion de poser vos questions. Je tenais aussi là à vous mettre tout à fait à l'aise. Vous pouvez poser toutes vos questions, voilà, même les questions qui vous semblent être les plus basiques. On est entre nous, on est là pour partager, donc surtout n'hésitez pas. Voilà, je vous invite vraiment à le faire. Sur votre badge, il y a également un QR code. À l'issue de chaque conférence, vous pouvez remplir le questionnaire de satisfaction. Et sinon, demain ou ce soir, voilà, mais je tenais à vous le préciser. Un dernier point, et on va vraiment pouvoir démarrer. Pendant les pauses, Elder Fonseca, qui est notre responsable marketing et com, passera entre vous, dans les rangs, vous poser des questions pour alimenter le WAMcast, notre podcast, sur un numéro spécial 15 ans. Voilà, je vous invite à aller vers lui si vous avez envie de dire un petit mot. On sera ravis et surtout si vous avez envie de poser des questions, puisqu'on y répondra pendant ce WAMcast spécial 15 ans qu'on enregistrera probablement dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Mon cher Mathieu, c'est à nous. Oui. On va parler stratégie de search, plus exactement. Quelles sont les évolutions à prendre en compte en 2023 pour parfaire nos stratégies, vos stratégies search. C'est donc une prise de parole sous l'angle plutôt inspirationnel, pas opérationnel, et on y tenait parce que ça bouge beaucoup. Voilà, donc l'objectif c'est vraiment de vous donner les clés de ce qui se joue en 2023. Et on va voir que ça bouge beaucoup. J'ai même envie de dire enfin. Il y a des choses à dire, ouais. Ouais, même enfin, parce que depuis 20 années, et c'est long, Google trônait. Donc il y a des choses à dire. C'est parti. Il trône toujours. Il trône toujours. Allez, je prends la zapette et on démarre. Et c'est parti. Quelles sont les évolutions du search? Alors on a carrément mis un sous-titre, une nouvelle ère pour le search s'ouvre. Et c'est le cas. Et j'étais là déjà il y a 20 ans, donc j'attendais fermement ce moment. Et c'est pas plus mal. On s'est présenté rapidement, donc on peut passer. Oui, allons-y, on a un petit peu de retard là. C'est ça.
On voulait commencer aussi par le début parce que, bien sûr, le monde du search et la technologie et le digital est en ébullition en ce moment même. Par l'IA, vous le savez, vous l'avez vu et vous le testez probablement. Ceci dit, on souhaitait quand même rappeler un message qui pouvait être évident, mais celle de l'hégémonie de l'écosystème Google. Et on va vous donner qu'un seul chiffre. Le gros carré bleu, là, c'est en fait la part de marché de Google sur le search au niveau mondial. Voilà, sur mobile, 96,6%. Et ça date du mois de février. C'est les stats de mars, même j'ai mis à jour. Et même de mars, de StatCounter. Donc oui, Bing et ChatGPT sont en train de créer quelque chose, mais pour remettre aussi l'église un peu au centre du village, il y a du chemin à parcourir. Et si on s'intéresse un peu aussi à comment Google voit les choses de son côté, ils continuent d'évoluer vraiment de leur côté sur tout un tas de sujets, ils communiquent beaucoup. Ils nous partagent de plus en plus d'informations, ce n'était pas forcément le cas moi quand j'ai commencé le SEO il y a quelques années. Et ils partagent vraiment beaucoup de choses. Là vous avez 2 exemples de conférences qui sont le Search On qui est plutôt sur la fin de l'année et le Google I.O. qui est plutôt sur le début, là, qui est le 10 mai dans pas très longtemps. Qui est plutôt orienté développeur, mais où on voit vraiment arriver les premières évolutions technologiques en général. Et le Search On est plutôt orienté marketing, la stratégie de contenu, la stratégie de mise en place, on va dire, des évolutions technologiques. Et ça, c'est vraiment des points qu'il ne faut pas louper si vous voulez faire un peu de la veille sur le search. En l'occurrence, c'est indispensable de suivre ça. Alors l'écosystème de Google, justement, il est dominant et Google continue donc d'amener des nouveautés. On voulait en parcourir quelques-unes avec vous. Les plus spectaculaires, on avait l'embarras du choix, on a essayé de prendre les principales, celles qui sont susceptibles de plus bouger et bousculer vos habitudes et puis votre stratégie. Il y a Lens avec le multi-search, c'est-à-dire que la caméra devient carrément le nouveau clavier de l'utilisateur de Google. On vous montre ici un exemple, vous l'avez probablement déjà installé si vous avez Android ou même Apple tout simplement. Vous prenez une photo, par exemple d'un motif sur une chemise, et vous avez la possibilité de rajouter une question comme on le voit à l'écran. J'aimerais par exemple en chaussettes ou sur une cravate ou quoi que ce soit, et vous avez directement les produits. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est peu utilisé mais qui est extrêmement spectaculaire et qui marche à l'IA évidemment. Le deuxième point, c'est l'e-commerce. En e-commerce, Google remue vraiment dans les brancards. Pourquoi ? Parce que Amazon est son pire ennemi. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aux États-Unis, Amazon, dans 55% des cas, lorsqu'il y a une recherche qui est faite transactionnelle, elle démarre sur Amazon aux États-Unis et pas sur Google. Ce n'est pas encore le cas en Europe. Par contre, Google s'est préparé maintenant avec des fonctionnalités des fonctionnalités de marketplace. Google est devenu une marketplace. Voilà, on voit ici par exemple une recherche pour un jean. Quand vous êtes aux États-Unis, voilà le genre de résultat que vous avez, des filtres, directement une grille de produits, on est bien loin des 10 liens bleus. Et lorsque vous cliquez sur un de ces produits, je vous emmène sur la copie d'écran à droite, vous avez une série d'offres, de 3 à 5 offres concurrentes, avec même des discounts, là encore des filtres, des avis. En fait, on coupe l'herbe sous le pied à toutes les marketplaces en réalité. Et Google va plus loin encore, puisqu'il mixe l'e-commerce au local. Je reste sur mon exemple de jean. J'ai sélectionné une des offres, celle de Cole, et non seulement j'ai le prix du produit, mais en plus j'ai éventuellement le prix de la livraison. Mais j'ai la possibilité d'aller chercher directement le jean dans le shop près de chez moi. Et en plus, on me dit que c'est en stock. Vous voyez le petit point vert, puisqu'on a connecté finalement notre stock directement à la fiche My Business. Ça, ce sont des nouveautés qui arrivent en France dans quelques mois. Je vous dis même dans quelques semaines, parce que j'ai fait partie d'un test, AB test, il y a quelques jours, où je me suis retrouvé sur mobile avec ce genre de résultats en France. Donc ça arrive. Et il va falloir s'y préparer. D'autres changements qui arrivent sur la partie du tourisme, on va dire, plutôt, en tout cas sur cette verticale-là. Le mapping en 3D on va dire, des grandes villes dans le monde. C'est on va dire, des fonctionnalités qui peuvent paraître un peu gadgets, mais quand on se projette sur un voyage et qu'on veut essayer de découvrir une ville où on va partir en voyage, c'est toujours intéressant. Et le parallèle qui est fait ici par Google, c'est le passage à l'acte pour réserver
la visite d'un lieu touristique. Vous avez l'Empire State Building qui est juste présenté là. On va pouvoir connecter avec Google My Business, c'est My Profile je crois maintenant, directement les billetteries avec la gestion de la réservation. Et ça c'est hyper intéressant pour nous quand on va vouloir aller aider à la conversion finalement sur cette partie locale et puis la gestion du e-commerce qui va avec, quoi. L'e-commerce et le local toujours, et toujours pour plus d'immersion. Google a fait une démonstration pas tout à fait réussie d'ailleurs à Paris il y a quelques semaines, début février, un petit peu dans l'urgence en réponse à la déferlante OpenAI. Très légèrement, ouais. Voilà. Mais néanmoins, il y avait des choses assez intéressantes comme par exemple le Live View. C'est-à-dire que là, vous avez la réalité augmentée. Là, une fois de plus, vous utilisez la caméra de votre téléphone, vous la pointez dans la rue vers les commerces et vous avez directement la fiche des commerces qui s'affiche, la possibilité d'aller visiter le commerce. Et il y a même, on ne le voit pas ici, mais en fait le Live View à l'intérieur, qui est disponible à l'intérieur de certains commerces. Donc on va vers beaucoup plus d'immersion et ça aussi, ça va arriver, c'était déjà live sur Paris, sur Tokyo, sur New York, et ça va arriver petit à petit dans d'autres villes ailleurs. Le vertical search, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Selon l'endroit dans lequel vous vous trouvez, ça fonctionne un petit peu en France, en Europe. Aux États-Unis, c'est encore plus manifeste. J'ai eu la chance de m'y rendre en courant février à New York. Et j'ai vraiment pu voir des différences comme celle-ci, c'est-à-dire des SERP, des pages de résultats de recherche verticales sur le tourisme, avec des résultats de recherche qui ont une physionomie qui n'ont rien à voir avec les 10 liens bleus qu'on connaît, où là, la part belle est faite au visuel, à la vidéo. Pourquoi ? Pour vous immerger complètement. C'est carrément de la copie de Pinterest, en fait, hein. Mais c'est pour vous permettre de prendre de meilleures décisions, de naviguer selon ce qui se fait dans le secteur, évidemment pour capter l'attention de l'internaute de façon beaucoup plus évidente. Une autre verticale qui est de plus en plus développée, et là notamment aux États-Unis dans les captures d'écran qu'on vous présente, mais qui est valable aussi en France chez nous, sur l'univers de la voiture, où Google arrive à récupérer énormément d'informations, soit avec de l'encodage de données qui est fait sur les différents sites web, soit directement en récupérant ça auprès des constructeurs. Toutes les données sur les marques de voitures, les modèles et même les gammes de voitures. Il l'intègre directement dans sa page de résultats avec un équivalent du knowledge graph. Et ça se relie encore une fois avec l'aspect local, puisque derrière la présentation d'un modèle de voiture, on va pouvoir retrouver, comme vous le voyez derrière sur le côté droit, les fiches des revendeurs qui ont ce modèle de véhicule qui est disponible, soit pour aller l'acheter directement, soit pour aller réserver un test de véhicule, on va dire ça comme ça. Et sur la partie juste après, là on a en fait directement la fiche de contact du vendeur et on peut le contacter, on peut appeler directement avec le bouton call qui est présenté et ça permet vraiment de passer à l'acte très rapidement. C'est ce qu'ils essayent de faire le plus en fait en ce moment, c'est de fluidifier le parcours utilisateur. Ils font un peu comme nous sur les sites web, mais eux, leur site web c'est directement les pages de résultats, quoi. Exactement, et on le voit, on l'a vu ici, Google finalement contextualise de plus en plus ces pages de résultats de recherche avec beaucoup plus de verticales. Et évidemment, il s'agit de savoir comment agir pour se distinguer face aux évolutions de la SERP de Google et des comportements utilisateurs en face, puisque naturellement, quand vous avez des pages aussi graphiques, aussi différentes, les comportements ne sont plus les mêmes de clic et d'attention entre la position 1 et la position 10, comme on l'avait auparavant. Donc il faut prendre le temps d'observer, voilà, et pour ce travail, il n'existe pas vraiment d'outils. Nous, en tout cas, on a mis au point avec un partenaire UX une méthodologie qu'on a pu tester avec des clients. Et c'est notre première recommandation de l'après-midi pour faire face à tous ces changements déjà chez Google, c'est d'affiner votre stratégie par une analyse comportementale, c'est-à-dire que concrètement, il s'agit d'observer les utilisateurs derrière l'écran et derrière une page de résultats de recherche Google et savoir comment ils se comportent. Alors on peut utiliser et mélanger 4 techniques. Les verbatim, des entretiens filmés avec un questionnement en live pour récupérer vraiment un sentiment live, encore une fois. Un comportement par les gaze plots, on va le montrer tout à l'heure, c'est-à-dire la mesure de la chronologie de l'attention du regard sur les différents résultats de Google. Et selon le contexte de recherche, il est totalement différent.
L'eye tracking également pour voir concrètement ce que l'on lit, ce que l'on zappe, ce que l'on prend pas le temps de regarder. Et là, on apprend encore d'autres choses. Et puis les données quantitatives, ça c'est une autre partie où là, vous pouvez réunir un panel d'utilisateurs, leur poser des questions, obtenir des statistiques et faire vos propres stats à vous. Et sortir des études un petit peu trop génériques, trop généralistes, qui vous enferment dans un raisonnement qui n'est pas le vôtre pour votre verticale. Donc on vous encourage vraiment à le créer pour vous. Et là, on apprend des choses que l'on n'apprendrait pas autrement. Voilà, simplement pour illustrer, par exemple, des Gazeplots qui vous montrent finalement la chronologie. Les numéros, c'est la chronologie finalement du regard qui s'est posé sur les différentes réponses de la page de résultats de recherche, selon qu'elle soit informationnelle, cette recherche, le plus à gauche, ou le plus à droite, transactionnelle. Et par exemple, sur juste cet exemple-là, que j'aime beaucoup, on voit que sur la partie informationnelle, si on a une question précise et qu'il y a une réponse précise en face avec un feature snippet, eh bien l'internaute clique dessus et le plébiscite. Par contre, si on est à droite sur du transactionnel, on est plus dans la recherche d'un service, on est plus dans la recherche d'une offre et on prend le temps de scroller. Et vous voyez que l'attention n'est pas du tout la même. Voilà, c'est juste un petit exemple de ce qu'il est possible d'observer et que vous ne pouvez pas observer autrement que par le biais de cette technique. C'est pas révolutionnaire parce que ça fait longtemps que c'est utilisé en UX, mais par contre c'est très intéressant et nouveau parce que ça n'a jamais été fait sur Google et on apprend énormément de choses. Et puis le deuxième enseignement de cette première partie sur l'hégémonie de Google, c'est que outre qu'il faille observer le comportement des utilisateurs dans l'écosystème Google, il faut bien sûr, au-delà du moteur de recherche, exploiter tout l'écosystème de Google. Parce qu'en réalité, Google n'est pas juste un moteur de recherche, il est bien plus que cela. Vous le voyez à droite. Il y a bien sûr YouTube qui est le deuxième moteur de recherche au monde, mais il y a aussi Discover, il y a aussi Google Play et plein d'autres choses. L'idée, c'est d'aller finalement utiliser, exploiter toutes ces fonctionnalités et isoler leur provenance dans les outils statistiques. Et il y a largement de quoi faire. Google s'emploie évidemment beaucoup à garder les utilisateurs chez lui. Voilà pour cette première partie. Et sur la deuxième partie, on se dit que si vous êtes déjà bien mature en SEO et que vous exploitez déjà bien l'écosystème de Google, il y a d'autres choses à apprendre. Il y a d'autres choses à apprendre de cette année 2022 qui vient de passer et 2023 qui est bien entamée maintenant. C'est que c'est peut-être le début de la fin de la domination de Google. On l'a vu tout à l'heure, ils sont encore très forts, mais peut-être que ça commence un petit peu à se fissurer. On a 6-7 pistes, 6-7 menaces sur le sujet. Démarrons par la première, la déferlante TikTok. Alors on n'est peut-être pas tous concernés dans la salle. Même si on est de plus en plus sur TikTok, c'est quand même encore un public assez jeune. On n'est peut-être pas tous dessus, mais on est tous concernés par contre, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, c'est le message. C'est vrai. En tout cas, c'est un outil qui est d'abord récréatif, mais qui est plus en plus un outil de découverte, de lieux, de marques. Et d'ailleurs, TikTok fait tout pour bien le faire rentrer dans le quotidien des gens, avec notamment des campagnes publicitaires, TV, d'affichage. Ils ont de gros moyens et ça n'est que le début. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est en termes de menaces, c'est Google qui cherche toujours à rester qualitatif en fait. C'est ça qui a fait sa réussite il y a des années de ça maintenant. Et le risque pour lui, c'est de se faire avoir à son propre jeu, c'est que d'autres soient plus quali que lui. Et la lutte contre le spam, c'est encore de nos jours quelque chose qui est récurrent chez eux. Ils nous annoncent régulièrement qu'ils font des mises à jour anti-spam. Et là, ce qu'on vous présente rapidement, cette petite évolution qui zoome là, c'est l'intégration, on va dire, de la partie forum, Reddit, Quora, ce genre de choses. C'est du contenu qui est généré par l'utilisateur, qui est finalement du vrai contenu, qui est de l'expérience utilisateur sous forme de texte qui est poussé sur des sites web. Et aux États-Unis, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de requêtes ces dernières années qui intègrent le mot Reddit, par exemple, en plus de la requête habituelle. Parce qu'en fait, les internautes ne trouvent plus vraiment ce qu'ils veulent dans la SERP. Ils vont tomber sur des sites web faits par des SEO, par exemple, qui font de l'affiliation. Et le conseil qui est à l'intérieur de ce contenu, finalement, n'a pas vraiment de valeur pour l'internaute.
Ça va juste pousser vers Amazon pour de la conversion. Le CEO est content, ça lui fait une commission. Mais le fond du message qui est transmis par le contenu n'est pas intéressant. Et du coup, l'internaute précise redite dans sa requête. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qui fait le jeu de Google derrière. Donc, il y a un vrai risque là-dessus sur la qualité de la donnée qui est présentée dans les SERP. La troisième menace, c'est le boom du retail média, qui clairement a eu un facteur déclencheur, c'est la pandémie. Le retail média, on va le résumer ainsi. Ici, je cite nos amis de Cospirit, à qui j'ai emprunté ce cliché. Pour les intentions d'achat, les utilisateurs démarrent de plus en plus leur session sur les marketplaces, on le disait avec Amazon aux États-Unis. En France, ça se fait avec des Mano Mano, avec des Leroy Merlin, avec des Carrefour, avec des Fnac Darty, avec Leroy Merlin, etc. But et Conforama cette semaine. D'ailleurs, qui viennent de créer leur propre régie, absolument. Meta comprend, et tout l'écosystème Meta comprend ce que les consommateurs aiment, Google comprend ce que les consommateurs recherchent, et le retail média comprend ce que les consommateurs veulent acheter. Et ce sont en fait des écosystèmes qui sont beaucoup plus ciblés, en définitive, plus proches de la conversion, et qui deviennent une réelle menace. Et pour s'en convaincre, regardez le temps que, finalement, sur ce graphique, le temps que le retail média a mis pour conquérir en fait des parts du gâteau publicitaire mondial qui est passé de 1 à 30 milliards au détriment de Meta et Google qui concrètement se sont fait siphonner les revenus, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2022, ils ont perdu pour la première fois des parts de marché, Meta et Google sur cette partie-là publicitaire. Voilà, donc aux États-Unis, vous avez évidemment Amazon, vous avez Walmart, vous en avez d'autres, et en France, j'ai cité Leclerc, Carrefour, Carouf pour les intimes, Cdiscount, Fnac Darty, etc. Donc ça, c'est une vraie menace. Et c'est pour ça qu'on a vu le changement au niveau des résultats e-commerce de Google. Il crée une marketplace au-dessus des marketplaces. La quatrième menace, elle viendrait bien d'Apple, en fait, également cette année, avec Apple Search. En fait, on est allé au Search Love, comme régulièrement traverser la Manche à Londres chaque mois d'octobre depuis 10 ans, depuis 2012. Aller écouter un peu les gourous du SEO mondiaux. Et c'était très intéressant, on a eu une démonstration brillante de Tom Anthony pour nous expliquer qu'en fait, Apple était en train de créer quelque chose de très gros, qu'il en avait largement les moyens, et ça personne n'en doute, puisqu'ils ont autant de trésorerie que le PIB de certains pays. Surtout, Google paie 15 à 18 milliards chaque année à Apple pour être dominant, et la justice commence à s'emparer du sujet. Donc Apple a envie de s'éloigner de ce truc-là. Ils n'ont pas envie d'être à la barre d'un tribunal pour venir témoigner de quoi que ce soit. Ils ont envie de garder leur autonomie. Apple embauche énormément d'ingénieurs, et l'ingénieur en chef, c'est John Andrea, qui est l'ancien responsable de l'IA de Google, qui a créé Freebase, qui est le parent de Wikipédia, etc., etc. Apple crawl déjà des sites. Ça commence à faire des signaux assez clairs, probablement des prémices de quelque chose. Oui. Au-delà de ça, il y a plein d'autres détails techniques qu'on ne peut pas vous donner ici parce que ce serait une conférence dans la conf, mais il y a une différence d'approche entre les deux outils. D'un côté, Google, on pose des questions et on a une liste de résultats de recherche. De l'autre côté, Apple, ce serait plutôt une application. Il y a une application pour chaque demande, pour chaque intention. Vous savez qu'il y a plus de 2 milliards d'applications dans l'écosystème d'Apple. Et normalement, il y a la réponse à l'intérieur pour chacune de vos demandes. Ça, c'est bien quand on est logué Apple. Maintenant, si on n'est pas logué Apple, vous allez me dire, c'est un problème. En fait, non, puisqu'ils ont créé les app clips, qui sont des tâches qui sont sorties des applications, qui sont disponibles pour le grand public. Et si vous dites, par exemple, dis Siri, viens me prendre. Est-ce que je peux acheter un café dans le café Gérard parce que je passe à pied tous les matins en allant au bureau? Eh bien, vous pouvez le faire, payer avec le pouce. Bonjour Gérard, merci pour le café, et c'est réglé, et c'est en temps réel. Et ça, vous ne pouvez pas le faire avec Google. Avec Apple, vous pouvez le faire.
Voilà, ils sont en train de préparer ça. Il y a plein d'autres différences assez intéressantes qu'on pourra peut-être donner lors d'une autre intervention. Bon, en tout cas, ils suivent le même chemin. En fait, ils vont sur faciliter la conversion, passer Exactement. à l'acte de faire quelque chose. En fait, c'est le même temps, chemin que Google. Dans un temps très raccourci, absolument. Et puis, la menace, et on ne pouvait pas passer à côté, la plus grande probablement, c'est vrai, en tout cas celle qui est très médiatisée et dont on parle beaucoup, c'est OpenAI, mixé ou en collaboration avec Bing, versus Google avec son agent intelligent, son copilote Google Bard. Voilà, clairement Google a été pris de court. Ça fait quand même des années qu'ils sont sur l'IA. Quand Sundar Pichai, le PDG de Google, a pris les rênes il y a quelques années, il a dit « Nous sommes une entreprise AI first ». Et il a raison. On suit quotidiennement chez WAM, avec toutes nos forces vives chez WAM, la technologie et la veille et les nouveautés chez Google. Ils sont loin d'être en reste niveau intelligence artificielle. C'est même une machine extrêmement, j'allais dire, prolifique du côté intelligence artificielle. Sauf que Google a été trop prudent. Google n'a pas voulu casser la dynamique dominante de la machine publicitaire qui est la sienne, et un petit peu attendu pour sortir ces grosses trouvailles. Là où OpenAI était dans le plus grand secret en train de créer quelque chose d'extraordinaire. Il y a quelques années, je me souviens avec Brice, notre responsable IT, et Mathieu, on a fait une formation OpenAI, ChatGPT, avec une interface dégueulasse, assez compliquée. On n'avait pas tout compris, mais ça marchait. Et en fait, ils avaient compris qu'il fallait créer quelque chose de beaucoup plus simple et que ça allait probablement fonctionner. Et en effet, vous connaissez la suite. Ici, on s'est amusé à rechercher, à faire une requête, pour un de nos clients d'ailleurs, quels sont les prix du fuel aujourd'hui, nos amis de Total. À gauche, vous avez le résultat Google. Je l'ai fait le 29 mars. Alors normalement, je l'ai fait le matin, mais normalement, si vous le faites l'après-midi, vous avez le résultat en temps réel, le temps que Google crawl la page. Le matin, ce n'était pas le cas. Par contre, quand je l'ai fait sur ChatGPT embarqué sur Bing, j'ai eu le résultat, le bon résultat, pour le 29 mars. C'était assez étonnant. Ça fait 20 ans que nous posons des questions au moteur Google et au moteur en général, et on choisit nos réponses en autonomie. Au-delà de la réponse elle-même, et c'est ça qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que finalement le cheminement qui vous mène à un choix, au clic, le choix de telle ou telle réponse, en fait c'est un chemin qui est jalonné de biais cognitifs. Je pose la question, je n'ai pas d'affirmation parce que je ne suis pas devin et je n'ai pas de DeLorean, mais je ne suis pas certain, ou en tout cas je pose la question, est-ce qu'on va, au même titre qu'on ne confierait pas forcément le volant tout de suite à la Tesla, parce que quand bien même elle sait conduire toute seule, est-ce qu'on va laisser le choix de ce qui est bon ou mauvais pour moi à ChatGPT lorsque je recherche par exemple un nouveau téléphone, une assurance, etc. Je ne sais pas, je ne suis pas certain. En tout cas, ce qui m'importait, c'était de rappeler que c'est un processus complexe, le choix en ligne, que Google a très bien théorisé, qui s'appelle le messy middle, et vous le voyez tout en haut à gauche. Dans les livres, on nous vend le fait que le chemin est très linéaire. Je découvre d'abord les réponses, j'ai de l'attention, je vais choisir, etc. On balaye tout ça. La vérité, c'était une étude qui a été faite par Google sur des milliers de personnes. La vérité, c'est que quand vous êtes devant votre écran et que vous devez faire un choix, le cheminement, il est chaotique dans votre tête. On passe d'une offre à l'autre, on ne sait pas, on y reviendra ce soir, et on passe sur desktop, mobile, que sais-je. En fait, on passe dans une boucle presque infinie d'exploration des offres, d'évaluation des offres, et on peut comme ça tourner hyper longtemps, jusqu'à ce qu'il y ait un facteur déclencheur. Et les facteurs déclencheurs, c'est ce que vous avez à droite, ce sont finalement les biais cognitifs, le pouvoir de l'instant, la preuve sociale, le biais de rareté, etc. Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est ancré en nous depuis 20 ans. Est-ce que du jour au lendemain, ça va changer parce que Bing choisit pour nous? Je ne sais pas, je pose la question, ça peut aller très très vite, mais je voulais quand même rappeler ce point-là. Voilà, on a fait quelques essais, et je passe très vite ici. Bing versus Google, Bard, en 2 mots,
il n'est pas au rendez-vous. Et aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que Bing est bien meilleur. Voilà, je passe très vite. Au-delà de ChatGPT, il y a d'autres intelligences artificielles ou d'autres prétendants au gâteau publicitaire de Google et de Meta qui se sont engouffrés dans la brèche. You, Niva et Perplexity, qui pour le coup m'a pas laissé perplexe parce qu'il était assez brillant. Je vous laisserai le tester. Mais ce sont d'autres menaces qui viennent compléter l'ensemble de celles que nous venons de voir à l'instant. Voilà, donc dans ce nouveau contexte et en tant que marque, il faut que vous deveniez la réponse. Et là, je vous montre 2 exemples. Je me suis amusé avec un contenu qu'on a dû rédiger un jour pour l'un de nos clients, qui est comment remplir un constat à l'amiable. Et j'ai posé la question tout simplement à ChatGPT. Il m'a formulé une réponse et il est venu piocher certains points dans le contenu qui est juste à gauche. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, il nous cite en principale référence. Donc en principe, si vous répondez très bien à la question, il n'y a aucune raison que vous ne soyez pas dans la réponse. Voilà, au même titre que vous l'êtes déjà pour, par exemple, des features snippets ou des People Also Ask dans Google. Je me suis amusé à le faire avec un de mes articles. Quelles sont les différences de pages de résultats de recherche Google aux USA versus la France? Et alors là, c'est assez étrange ce qui s'est passé. Je pourrais me dire, cool, je suis en deuxième source. Et en plus, il est plutôt flatteur, ChatGPT, parce qu'il dit oui, il existe plein de différences entre les USA et la France, chez Google. Par exemple, une étude menée par l'agence WAM, génial, une étude menée par l'agence WAM, carrément, effectivement, nous dit que... Voilà. En fait, ça me fait plaisir d'y être, mais là, ChatGPT, il hallucine. Parce que moi, en effet, j'ai écrit un article en disant j'étais à New York et voilà ce que j'ai vu comme différence. Et en effet, je parle à la première personne parce que c'est un biais d'opinion, parce que c'est expérientiel, que je donne mon avis, mais je n'ai pas mené d'études. C'est moi, David, c'est mon avis à moi. Et ce n'est pas une étude de 2000 personnes. Donc c'est sympa, mais là, il hallucine. Voilà, donc faire attention quand même à ça, même si c'est intéressant en termes de visibilité. Et puis la 6e et dernière menace, eh bien, c'est Google, est-ce qu'il est trop gros pour tomber ? Je pense que c'est la plus grosse menace qui pèse cette année sur Google, et ça a commencé, et sur Alphabet plus en général, c'est qu'ils traînent un certain nombre de casseroles. Pourquoi ? Parce qu'ils ont voulu protéger leur business pendant 20 ans, à coup de lobbying et d'autres choses un petit peu moins marrantes, ou moins légales, on va dire. Voilà, et ils sont attaqués de toutes parts par le gendarme européen, par des États, et dont celui de la Californie et de New York, et ça va démarrer cette année, donc à suivre, mais ce sont des menaces assez importantes. Quelle stratégie face à ces changements ? A priori, il nous reste quand même encore 10 minutes. Quelle stratégie face à ces changements ? Eh bien, on y va tout de suite. Ce qui est intéressant de regarder, du coup, c'est de faire comme pour Google, comme pour Apple, c'est de s'intéresser à l'utilisateur, finalement. Il faut partir de là. L'utilisateur, il a sa customer journey, il a des points de contact sur le digital qui sont multiples et sur énormément d'écosystèmes différents. En fait, Google en est un, mais il y en a plein d'autres. Vous en avez quelques-uns qui sont cités. Si je te récupère la zapette, hop. Bon. Ici, vous avez la possibilité de visualiser une customer journey qu'on a pu voir au Search Love à Londres, de Carrie Rose. On va rendre les lauriers à Carrie, où vous allez pouvoir retrouver en fait toute une version d'une journée utilisateur qui peut être faite. Et en fait, chacun de ces points de contact, c'est un lieu où une marque en fait peut se rendre visible, peut aller pousser du contenu pour rencontrer sa cible. Et si on veut s'intéresser, nous, à ce qu'il faut commencer à faire, si on ne l'a pas déjà fait l'année dernière ou cette année, c'est de s'intéresser justement à pousser du contenu sur toutes ces plateformes, parce que c'est là que les internautes se situent. Et je crois que je te rends la parole sur cette slide. Exactement, mais peu importe, Mathieu. En fait, en tant que marque, et c'est la troisième, on va dire la troisième piste qu'on vous donne pour votre stratégie search 2023 et plus, c'est qu'en tant que marque, avec ce que vient de nous dire Mathieu, il faut aller à la rencontre de vos publics partout où ils sont. Bien sûr dans l'écosystème Alphabet, mais dans les autres écosystèmes, Meta, Twitter, TikTok, c'est pas exhaustif, hein, les médias en ligne.
le nouvel écosystème Microsoft, Apple, qu'on a vu tout à l'heure. Et c'est la quatrième piste. Pour ce faire et pour aller à la rencontre de ces publics dans ces écosystèmes, on le verra tout à l'heure avec Nicolas et Géraldine, il faut opter, dans la prochaine intervention, il faut opter pour une approche holistique dès la production de contenu. Et pour ça, on utilise la Content Factory, c'est-à-dire créer le bon contenu au bon format, au bon moment, pour le bon public, avec le bon rythme. Je ne m'appesantis pas plus, on le verra tout à l'heure avec Nicolas et Géraldine, mais ça nous semble fondamental pour répondre à ces enjeux. Et si on matérialise ou si on illustre ce qu'on vous disait avec Mathieu à l'instant, eh bien voilà, on va raisonner par cercle concentrique, c'est-à-dire que l'entreprise va faire ça avec tous ses services, va créer sa Content Factory, va pouvoir en bas à gauche diffuser ses contenus en interne, mais aussi à ses publics par la newsletter, par l'email, et naturellement tout à droite par les Internet, et là tous les canaux, le SEO, le SEA, les réseaux sociaux, les relations de presse, et là on retrouve tous les écosystèmes qu'on a vus jusque-là. Ce qu'il faut se dire en fait ici, c'est que la publication du contenu sur votre site, c'est juste le début de sa vie. Si vous vous arrêtez là et que vous avez juste mis en ligne une page avec votre page de conseil ou votre fiche produit, en fait, vous allez manquer tout ce qu'il y a dans le graphique, à part le premier cercle qui est devant. Exactement. Et de façon complémentaire, c'est la cinquième piste, publier moins, mais publier mieux, parce que évidemment, on est tous systématiquement sur nos mobiles. Il y a une déferlante d'informations que l'on subit presque, j'ai envie de dire, chaque jour. Le défi est au niveau de l'attention de l'utilisateur. C'est extrêmement difficile pour une marque d'émerger dans l'ensemble de ces vagues de contenu qui nous tombent sous les yeux de différentes manières, soit en podcast, soit en vidéo, soit en illustration, soit en texte. Il faut viser un haut niveau de qualité, produire moins mais mieux, frapper fort, et réutiliser les contenus évidemment en les retravaillant, en les déclinant et également tendre une passerelle vers l'UX pour l'UX Writing, c'est-à-dire utiliser des techniques de contenu sur vos contenus pour essayer d'aller de retenir l'internaute, d'obtenir son engagement. Et en l'occurrence, ça c'est la sixième piste. Encore une fois, c'est le vrai gros défi. Il faut essayer de faire converger dans cet esprit-là, dans ce qu'on vient de vous dire, tous vos efforts vers votre marque. Et c'est extrêmement difficile, on le voit à droite, c'est issu d'une étude qui a été faite par Rand Fishkin, qui est extrêmement intéressante, qui dit, regardez tous ces écosystèmes digitaux, dont des réseaux sociaux, en fait, la plupart ne vous permettent même plus de mettre des URL vers vos contenus à vous quand vous faites une communication. Ou alors, comme Instagram, en bio. Et ça devient extrêmement compliqué. Malgré tout, et je partage son avis, il nous dit, Rand Fishkin, soyez plus généreux que vous ne l'êtes déjà. Par exemple sur votre blog avec tous vos contenus. Mettez un maximum de choses dans vos contenus avec un email de 150 mots, avec un fil Twitter de 10 tweets par exemple, un thread, une publication LinkedIn de 200 mots, une vidéo YouTube de 2 minutes qui fait le teaser et qui va essayer par tous les moyens de faire revenir chez vous. Ça c'est le plus gros défi des prochaines années. De toute façon, on n'a pas le choix, il faut qu'on s'adapte, mais on pense que ce n'est pas vain. Et c'est pour ça qu'il faut s'organiser en Content Factory. Le but, c'est d'avoir envie de venir chez vous, et c'est la septième piste. Une fois qu'on arrive chez vous, puisqu'on est dans un contexte RGPD complexe, qui ne nous permet plus concrètement de récupérer autant de données qu'on voudrait, que l'on soit d'accord ou pas, créez votre propre environnement privé pour apprendre de votre audience, pour savoir ce qu'elle aime, pour savoir ce qu'elle veut. Et pour ça, le mieux ou le plus intéressant, c'est de créer un registration wall, à minima, un paywall si vous avez déjà une maturité, pour récupérer finalement les données de log. Et je vous parlais du retail média tout à l'heure. C'est là où ils sont très forts par rapport à Google, qui perd complètement la donnée avec la RGPD. Parce que quand vous vous loguez chez Carouf ou chez Leroy Merlin, c'est avec vos logins mots de passe de clients. Donc on sait tout sur vous. Donc on peut approprier les offres, on peut approprier les produits, on peut approprier les informations et les contenus. C'est ce qu'il faut faire à sa petite échelle chez soi, sur son blog, sur son site. C'est ça notre message face à ces enjeux.
Et un point qui est mine de rien très important, on en parlait au tout début quand on commence à parler de l'IA et de GPT, et il me reste très peu de temps, donc je vais aller très vite. Dans l'idée c'est de vous présenter ce qu'on a déjà pu commencer à faire là, ces dernières semaines avec un petit groupe d'utilisateurs chez WAM. Par utilisateur, j'entends des chefs de projet. Sans consanguinité, c'est marqué, mais c'est très important, il faut qu'il y ait des compétences multiples. Donc nous, on est allé chercher de l'IT, de l'édito, du SEO, des RP. Le principe, c'est de mettre les expertises autour d'un outil et de voir ce qu'ils arrivent à en faire. C'est le concept de l'innovation. On les lance sur un sujet, on part avec une idée en tête, et puis après, on va peut-être probablement suivre 15 pivots différents pour arriver à un résultat final qu'on ne connaît pas encore. Mais le principe, c'est de vous présenter assez rapidement quelques exemples qui ont pu être menés, qui peuvent être menés à la fois, et tu peux avancer, mais qui peuvent être menés à la fois avec on va dire, un chef de projet ici qui s'amuse sur ChatGPT, il va réussir à faire des choses. Si on lui greffe quelqu'un de l'IT, il va pouvoir automatiser des choses. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Ici, par exemple, on a un exemple de mise en place. C'est un basique, le title métadescription, un SEO, mais néanmoins qui est hyper important. C'est ce qui permet de se positionner très efficacement sur des mots-clés, c'est ce qui permet de déclencher le clic dans les SERPs de Google. Si vous avez un contenu à faire, vous le faites à la main, ça vous prend pas très longtemps et c'est cool. Si vous avez un site e-commerce avec des milliers de produits ou si vous avez des milliers de conseils, ça existe. Vous devez faire ça fois, je sais pas, si ça prend 5 minutes de faire une page, vous en avez 5000, ça va vous prendre un temps très conséquent. Et là, le principe de ChatGPT, c'est que si on lui fournit le titre d'un contenu, le chapeau et par exemple le mot-clé principal de la page qu'on veut cibler, il est capable de nous rédiger directement. C'est l'exemple que vous avez ici, un title, une métadescription. On lui donne 2-3 indications sur ce qu'il doit faire comme rédaction. Et c'est des choses qui vont pouvoir nous faire gagner du temps. Et si le résultat ne nous plaît pas, on appuie sur un bouton, ça nous en régénère une version jusqu'à ce qu'on trouve la version qui nous plaît. Donc ça, c'est des choses qui peuvent vraiment faire gagner beaucoup de temps sur des gros volumes. On peut se servir de ChatGPT aussi comme un assistant on va dire, à la construction d'une arborescence. C'est déjà des choses qu'on fait au sein des équipes chez WAM en ce moment. On va lui demander de nous aider à structurer une demande. C'est-à-dire que là, c'est un petit exemple que j'ai mis sur un site de taxi. Le principe, c'est de lui demander, si tu devais mettre en ligne un site, tu ferais quoi toi ? Tu mettrais quoi comme typologie de contenu ? Qu'est-ce que tu traiterais comme intention ? Et lui va nous sortir toute une liste de pages qu'on peut mettre en place. Après, on peut lui demander de creuser. Il me dit, OK, il faut que tu lui présentes le véhicule. Je lui dis, OK, mais je dis quoi sur le véhicule ? Et puis il va nous conseiller. Et ce qui est intéressant, c'est de faire ça après avoir nous-mêmes travaillé. Comme ça n'oriente pas notre travail à 100%. On a nous notre expertise métier, on a nos études mots-clés et on va pouvoir aller aussi se comparer aux concurrents. Puis après, on a ce filet de sécurité avec GPT qui va peut-être nous redonner de nouvelles idées pour aller un peu plus loin. On va aussi pouvoir servir de GPT et de l'IA pour catégoriser des pages. Ici, vous avez un exemple où en gros, on va aller scraper du contenu sur le site de notre client ou d'un concurrent quand on veut faire un benchmark, par exemple. On va aller récupérer le H1 de ces pages, un morceau du contenu, voire la totalité du contenu si on peut, son title, et puis on va demander à GPT de lire cette information soit dans une base de données ou dans un CSV, et lui va nous dire la page de quoi elle parle. Et ça, si je le fais à la main sur des milliers de pages, ça prend un temps très conséquent. C'est pour ça que les benches chez WAM sont si longs. Ça a une grande valeur, c'est que ça nous permet après de dire, OK, ce concurrent-là, il est visible sur tel et tel sujet, et il a mis tel et tel moyen pour se rendre visible. Ça, c'est hyper important de le savoir. Après, il faut vérifier les choses, bien sûr, mais dans l'idée, ça peut faire gagner énormément de temps. Et là, le process d'automatisation, une fois qu'il est script est intégré dans Google Colab, on peut aller... plutôt que de le faire une fois, le répliquer on va dire, à l'infini sur 10, 20, 100 pages, 1000 pages, 10 000 pages. C'est des choses qui sont automatisables. Et là, on dit d'ailleurs aussi merci à l'IT parce que pour le coup, carrément, ouais. S'ils ne sont pas là, on ne sait pas faire la brique du milieu. Donc c'est bien une association de compétences qui permet de faire ce travail. On passe rapidement peut-être sur les... Un exemple sur les mots-clés, c'est un vrai sujet chez nous aussi, c'est très chronophage. Si vous regardez mon prompt ici, il est très simple. Je lui donne une liste de produits, je lui dis est-ce que tu peux me regrouper les produits par type ? Ça ne marche pas. Il faut être beaucoup plus précis que ça, lui donner beaucoup plus de contexte sur ce qu'il veut faire. Et si vous voulez catégoriser des mots-clés, il faut lui donner déjà les catégories que vous attendez. Et là, il sera quand même un peu plus efficace et qualitatif. Je passe rapidement aussi ici sur un plan de contenu. Si on veut affiner la compréhension d'un texte de loi, par exemple,
Là, c'est plutôt GPT-4 qu'il faut interroger. Mais on peut aller le questionner sur concrètement, il y a quoi qui est marqué dans cette loi, comment est-ce qu'elle s'applique, est-ce que c'est valable pour tout le monde ou pas. Et l'utilisation qu'on a eue de cette discussion, on va dire, avec GPT, c'est d'affiner les questions qu'on va poser à nos clients, en fait. Parce que c'est eux qui ont la vraie source fiable d'informations. Et si nous, on ne sait pas bien poser la question au client, ben, on va récupérer une information qui n'est pas forcément complète, qualitative et intéressante pour l'internaute au final. Un autre point intéressant ici, c'est les spins de contenu. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais en gros, un spin de contenu, c'est ce que vous avez tout en haut. C'est des variables de phrases en fait, qui vont nous permettre de générer des milliers de contenus uniques, pas forcément très qualitatifs en général, mais qui vont nous permettre d'avoir des pages géolocalisées, des fiches magasins, ce genre de choses en grande quantité, avec des variables où on va aller venir dire ok, c'est dans telle ville est à côté de telle autre ville, les horaires d'ouverture de ce magasin, c'est ça, ça et ça. Et en fait, le principe de le faire avec un spin, c'est que c'est très fonctionnel, ça prend juste très longtemps à écrire. Et GPT, en fait, lui, va nous permettre de gagner énormément de temps, parce qu'en fait, avec le prompt, on va être capable de lui donner les instructions qui vont générer le texte final directement. Donc après, ça demande à être relu par un humain, parce qu'il peut inventer des choses. On l'a vu avec l'étude de David sur les différences entre les pages US et françaises. Ça, sur on va dire dans une page de SERP Bing, peut-être ça n'a pas beaucoup d'impact, mais sur le site d'un client, ça a quand même un impact non négligeable si le texte il est présenté comme ça. Et puis ici, c'est le dernier exemple que je vais vous présenter, c'est la génération d'images par l'IA. Ici, c'est Midjourney qui génère des visuels. Vous avez le prompt que j'ai utilisé, où en fait, moi, j'y connais rien en termes de photographie. Je suis capable de générer les 4 vignettes qui sont en bas à gauche. Et le principe de Midjourney, c'est OK, je préfère la vignette qui est en bas à droite. Je clique sur un bouton, il va me la générer en plus grand et avec on va dire un peu plus de détails. Et ça, c'est on va dire un potentiel de génération de contenu qui est énorme. Ça pose plein de soucis sur l'attribution du droit d'auteur quant à l'image, si c'est inspiré de certains artistes. Aujourd'hui, il y a plein de questions qui ne sont pas encore traitées par la législation, mais c'est des vraies avancées qui sont intéressantes, et on va dire un professionnel de la photo, lui, va être capable de faire un prompt qui est 50 000 fois mieux que le mien. Il va utiliser les bons mots et il va pouvoir générer des choses qui sont encore plus poussées, quoi. C'est ça, il y a un déplacement de la valeur. Je pense qu'un très bon photographe mettra très peu de temps à faire des choses extraordinaires avec Midjourney, quand nous, on va surtout aller pomper les prompts des autres. Ouais. Donc je ne suis pas si négatif sur cet outil, qui est assez extraordinaire, mais l'avenir nous le dira. Évidemment, on n'a pas la réponse. Voilà, on pourrait presque s'arrêter là, mais on n'en a promis pas plus que pour 1 minute. Il manque un point essentiel pour réussir sa stratégie Organic Search en 2023. Je ne sais pas si vous l'avez. On voulait quand même rappeler l'essentiel, et c'est quelque chose qu'on pratique chez WAM, c'est qu'il faut miser sur l'intelligence collective. On peut parler technologie pendant un moment, mais ce sont simplement les hommes et leur capacité à communiquer entre eux et à travailler ensemble surtout qui fait la différence. Et chez WAM, c'est le travail qu'on a fait autour du projet qu'on a monté depuis 15 ans. C'est pas simplement d'aligner des expertises complémentaires, c'est de lever les cloisons entre elles pour qu'elles sachent travailler ensemble et que le résultat, finalement, dépasse la simple addition de leurs expertises. Savoir simplement construire une réponse commune. Et ce n'est pas facile à organiser. C'est un travail de tous les jours. On a pu expérimenter avec l'un de nos clients qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être là, c'est Water Air, l'entreprise Water Air. Je ne rentre pas dans les détails, mais je tenais à présenter l'équipe, et puis l'équipe qui était la plus visible, projet, et puis celle qui contribue dans l'ombre, qu'on a nommée aussi ici, et qui nous permet de faire des super choses avec un vrai plan d'action en synergie. Voilà. Et si je devais donner qu'un seul exemple, c'est l'amélioration de la qualité des contenus qui est produit pour notre client, en mêlant justement le SEO, l'édito, les RP, donc pas être dans la consanguinité, parce que finalement c'est le regard de chacun, de l'expertise de chacun qui va produire une réponse bien plus intéressante. Voilà, je passe vite, mais vous aurez la presse. L'idée, c'est simplement de dire que quand on va regarder tout en bas du SEO, RP, édito, quand on les met ensemble, bah finalement, on effectue une étude mots-clés qui est beaucoup plus intéressante, parce que les RP vont dire, moi je connais tous les temps forts du client,
Je pense qu'il manque des éléments dans ton étude mots-clés. Et ça, si vous êtes SEO, vous ne le savez pas. Et si vous êtes édito, vous en avez besoin aussi. D'autant plus que voilà, vous avez besoin de connaître les temps forts, vous avez besoin de connaître toutes les valeurs de l'entreprise. Et c'est ce qui va vous permettre de construire le bon contenu en réponse aux bons mots-clés, au bon moment, récupérés par les RP. Voilà. Je vais très vite, mais voilà, en tout cas, c'est une synergie qui légitime chaque métier sur le projet. Chez nous, mais aux yeux du client aussi. Et je me permets de citer Caroline Urny, qui est l'ex-responsable d'acquisition chez Water et qui nous fait le plaisir d'être là. Et voilà, et qui nous a envoyé un super message. Et au-delà de la plus belle des réponses pour nous, il y a évidemment aussi des résultats quantitatifs qui se sont voilà, qui se sont transformés, on va dire positivement, avec des belles progressions de trafic, etc. J'ai évidemment ôté les chiffres qui ne vous regardaient pas, mais en tout cas les progressions qui me tenaient à cœur parce que c'est vraiment le fruit du travail d'une équipe. Et finalement, on intervient en prolongement de l'équipe du client pour faire qu'une seule. Et bien qu'il y ait toutes ces avancées technologiques, c'était utile de rappeler ce qui faisait le succès aussi d'un projet encore en 2023. Je ne les répète pas, mais voilà une photographie de l'ensemble des pistes qu'on a vues cet après-midi avec Mathieu, d'affiner votre stratégie jusqu'à miser sur l'intelligence collective. Et il me reste à vous remercier et pardon pour le timing. Merci.